Et merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre grand dossier consacré ce soir à la guerre des drones. C'est une attaque massive qu'a menée l'Ukraine la nuit dernière sur la Russie. Les Russes disent avoir intercepté plus de 450 drones ukrainiens au-dessus d'une quinzaine de régions. Face à la menace des drones, Poutine tente de cacher ses sous-marins nucléaires. Il s'enferme aussi un peu plus dans sa forteresse. Quant aux Russes, ils ressentent de plus en plus cette guerre qui impacte leur quotidien, y compris sur les plages de leurs vacances. Poutine perd-il la guerre des drones? C'est votre grand dossier ce soir. Et on part tout de suite à Kiev. Les tirs de drones ukrainiens ont fait 13 morts au Tatarstan, dans le centre de la Russie. Quels sites ont été ciblés? On retrouve Guillaume Ptak à Kiev. Alors évidemment, toutes les informations restent à confirmer. Tout ce qui nous a été donné jusqu'à présent, ce sont les autorités russes. Mais ça serait une des frappes de drones ukrainiennes les plus importantes de ces dernières semaines, de ces derniers mois. 456 drones au minimum ont visé la Russie. Et notamment, comme vous le disiez, le Tatarstan. Donc le Tatarstan, c'est à plus de 1000 km des frontières ukrainiennes, un centre pétrolier et industriel extrêmement important. On a vu ensuite des vidéos partagées sur les réseaux sociaux avec des grandes colonnes de fumée, un bilan humain aussi assez lourd, et cette nouvelle attaque illustre vraiment la montée en puissance de l'industrie domestique de drones ukrainiens et de vecteurs à longue portée. Ces derniers jours, on avait beaucoup parlé des attaques russes sur Kiev, qui fait face à une pénurie de missiles de défense aérienne, et là, ça nous montre aussi que l'Ukraine, désormais, est en mesure de répondre, et lorsqu'elle le fait, elle peut le faire de manière massive et impressionnante, comme on l'a vu au cours de la nuit. Bonjour Vincent Crouzet, merci de nous avoir rejoint, expert en renseignement, écrivain. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Le jour où je suis devenu espion ». Le colonel Michel Goya est toujours avec nous et Grégory Phillips également. Colonel, plus de 456 drones interceptés par les Russes. On parle là d'une quinzaine de régions, parfois très loin, à 1000 km du front. C'est une attaque massive des Ukrainiens? Oui, bien sûr. Alors il faut se méfier énormément des bilans présentés, des chiffres présentés par les Russes. C'est une source qui est quand même extrêmement peu fiable. Mais ça signifie très clairement, oui, bien sûr, dans tous les cas de figure, qu'il y a des centaines de drones ukrainiens qui ont survolé le territoire russe et qui ont frappé le territoire russe. Et même s'il n'y en a que 50% qui passent, ça fait forcément beaucoup de dégâts. Et le problème surtout, c'est que ça n'arrive pas une fois, ça arrive maintenant de manière quasi quotidienne. Donc on est face à une grande campagne de grande ampleur, on appelle ça une campagne stratégique, à la fois par l'espace qu'elle occupe, et puis par son intensité et ses effets à terme, avec des cibles particulières contre, on le sait bien maintenant, contre tout le réseau de raffineries, mais aussi contre les réseaux logistiques, etc. Et le plus fort étant que les Ukrainiens sont aussi capables de mener d'autres campagnes de frappe avec d'autres moyens, d'autres types de drones, on en parlera je pense, sur les territoires occupés, sur la logistique russe, sur la Crimée, sur la mer Noire, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire et totalement impensable il y a 4 ans. C'est-à-dire si au début de la guerre on m'avait dit voilà tiens il y aura des centaines de projectiles qui tomberont sur l'ensemble de la Russie d'Europe, j'aurais dit non, c'est pas possible. Donc ça c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment révolutionnaire. On en parlera un peu plus tout à l'heure, Grégory, mais on sait que l'Ukraine a du mal à se défendre et demande des intercepteurs de missiles. Face aux missiles russes qui, à l'inverse, frappent les grandes villes ukrainiennes. Kharkiv, 5 morts encore la nuit dernière. Exactement. Est-ce que l'ampleur de cette attaque de cette nuit et l'ampleur des attaques ukrainiennes est à mettre en relation aussi avec cette difficulté à se défendre? Est-ce pour ça que les Ukrainiens redoublent d'efforts sur l'attaque? Alors, c'est évidemment pas les mêmes armes entre des missiles intercepteurs et ces drones capable de parcourir de longues distances. On n'est pas du tout sur le même type d'armement, mais il y a une volonté de Volodymyr Zelensky, d'une part, ça on l'a déjà pas mal expliqué ici, d'exporter la guerre vers le territoire russe, et là on est au Tatarstan, on est en Russie centrale, on est à entre 1000 et 1500 kilomètres de la frontière ukrainienne, donc Zelensky arrive à pousser cette guerre, à l'amener jusqu'au cœur de la Russie, ça c'est une stratégie, et puis vous avez aussi une capacité, industrielle, mais sans doute qu'on y reviendra, à produire énormément de drones et donc à répéter quasiment chaque jour ces vagues de drones sur la Russie. Vous disiez, c'était inimaginable il y a 4 ans, mais c'était inimaginable il y a 1 an et demi, quand Zelensky est reçu à la Maison-Blanche par Trump, la fameuse scène de l'humiliation, etc., et qu'il lui dit « Vous n'avez pas les cartes ». Oui. Là, Zelensky est en train de montrer qu'il a
des cartes en main. En l'occurrence, c'est celle de ces drones longue portée qui permettent d'aller frapper, évidemment dans les territoires occupés, mais beaucoup plus loin. On a vu des frappes autour de Saint-Pétersbourg, souvenez-vous, il y a quelques semaines au moment du Forum économique, et là on est au cœur de la Russie centrale. C'est tout de même assez impressionnant de voir ce changement de stratégie, d'aller porter la guerre aussi loin dans le territoire russe. Alors écoutez ces réactions de Russes, réactions recueillies à Belgorod. Tout est en feu là-bas, absolument tout. Regardez, même la cage d'escalier brûle. Mais où fabriquent-ils ces drones et où apprennent-ils à les piloter? Ils ont tout simplement tout fait sauter. Colonel, on va aller au mur regarder les chiffres et les cartes avec vous. Cette dame se demande, mais où fabriquent-ils ces drones, les Ukrainiens? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois une production industrielle qui est massive, puisqu'on parle de fabrication de millions de drones, et en même temps, on est sur un territoire qui est lui-même frappé. L'Ukraine, il peut être frappé partout. Donc c'est difficile d'imaginer des lieux de production de très grande ampleur, parce qu'ils seront forcément décelés et frappés. Et donc on a un système productif qui est complètement éclaté, qui est complètement dispersé, qui est dissimulé aussi, et qui parfois est dispersé jusque dans les habitations. C'est-à-dire que vous avez des gens qui fabriquent avec des imprimantes 3D, des petits éléments chez eux, etc. Puis on arrive à recomposer tout ça. Et le deuxième élément, on le voit sur la carte, effectivement, c'est qu'on profite aussi de l'alliance. On parle beaucoup de l'alliance des États, enfin de l'aide apportée par les différents États sous forme d'argent, sous forme de gros équipements, etc. Mais il y a aussi l'aide des entreprises. Ça, c'est beaucoup plus discret, mais c'est tout aussi important. Et donc, on voit qu'il y a un certain nombre de joint ventures, d'associations qui ont été faites entre les entreprises. Il y a peut-être 72 entreprises qui fabriquent maintenant des drones en Ukraine. Et qui, pour beaucoup, s'associent avec d'autres entreprises européennes ou américaines et qui en profitent. Alors, on associe les compétences, bien sûr, mais on associe également les capacités de production. Donc, on produit aussi des drones qui vont aller en Ukraine, mais on les produit dans d'autres pays. On voit la carte, notamment des pays européens, des principaux pays européens en la matière. Mais on aurait pu rajouter la France aussi. Alors, il y a aussi cette capacité d'invention des Ukrainiens dont on parle. Il y a un nouveau drone qui vient d'arriver sur le champ de bataille. Vous nous faites les présentations? Oui, alors d'abord un chiffre, 10 millions, il faut quand même comprendre. 10 millions, je crois que l'armée française elle compte acquérir 15 000 drones cette année, pour un titre de comparaison. Voilà. Donc les Ukrainiens, ils en ont fabriqué entre 4 et 5 millions l'année dernière, et ils envisagent 10 millions cette année, pour donner une ordre de grandeur des capacités de production. Alors là, oui, c'est le 7X. Il y a 200 types de drones actuellement à peu près en Ukraine. Ça, c'est un type de drone un peu particulier, à moyenne portée. Il peut taper, je crois que c'est plus d'une centaine de kilomètres. Il est relativement puissant, mais alors il n'est pas énorme en volume, mais sa particularité, et ça c'est un élément un peu nouveau, c'est que il est doté d'intelligence artificielle. Et ça aussi, ça vient souvent de la coopération avec d'autres entreprises qui apportent de high-tech, qui apportent véritablement cette capacité. Alors ça donne quoi l'intelligence artificielle sur un drone? Ça donne deux choses. Ça donne une capacité à se guider tout seul. C'est-à-dire qu'un drone comme celui-ci, une fois qu'il arrive à passer les premiers barrages, les lignes de défense, qu'il arrive sur l'arrière, sur plusieurs centaines de kilomètres, eh bien, même s'il est brouillé, même s'il est coupé, même s'il n'a plus aucun lien avec l'arrière, il va se débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'il a une banque de données, il cherche, on lui dit, tiens, tu vas chercher des camions, tu vas chercher des locomotives, etc. Donc une bande de cibles, et il va traquer, il va chasser ces cibles. Et dès qu'il voit quelque chose qui ressemble à ce qu'on lui a donné, il va se piloter dessus. Et le deuxième élément, c'est que, au lieu d'avoir un seul pilote par drone, maintenant, on pourra avoir plusieurs drones qui vont s'auto-organiser, ce qu'on appelle en dessin, et avec un seul pilote. Et donc, ça va multiplier les capacités. Voilà un peu les promesses de ce type d'engin. Alors, on a des drones dans les airs, mais il y a aussi des drones sur Terre et puis dans la mer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la guerre des robots. Il faut bien comprendre ça. C'est vraiment ça, c'est la révolution. C'est la révolution des systèmes relativement légers, petits, par rapport aux plateformes beaucoup plus grosses qu'on connaissait. Aucune plateforme importante, un avion de combat ou un char de bataille n'a été inventé dans cette guerre. En revanche, des systèmes comme les drones, oui, on en a dans tous les domaines. Des drones navals, on a vu un certain nombre qui ont la particularité de pouvoir porter des grosses charges explosives et qui se comportent aussi comme des petits bateaux.
en réalité, donc il y en a plein. Des drones aériens, je pense qu'on va en parler, et des drones terrestres, il ne faut pas les oublier aussi, c'est la grande tendance du moment. Enfin, drones terrestres, c'est des robots, quoi. C'est des robots, chenilles, etc., et qui sont de plus en plus importants sur le champ de bataille. Les drones aériens, là, on voyait la carte précédemment de toutes les cibles précédentes. Donc, en réalité, il faut comprendre qu'on peut taper maintenant partout, quasiment partout avec les drones. Et en gros, les drones aériens, vous avez 3 types. Le premier type, on le voit, c'était ce qu'on appelle les drones FPV, First Person View. Donc, ils ont piloté directement des petits capteurs. Deuxième type de drone, ça, c'est un Hornet. C'est un peu comme le 7X. Ça, c'est les drones avec intelligence artificielle qui sont des chasseurs. Ce sont des drones rôdeurs qui vont à moyenne portée, qui vont sur quelques centaines de kilomètres. C'est encore, qui vont chercher des cibles militaires en réalité sur la profondeur, c'est tout à fait redoutable. Et ça, les Ukrainiens en ont maintenant plein et ils utilisent massivement en Crimée et dans les territoires occupés. Et puis les drones à longue portée, alors c'est plus spectaculaire, c'est ceux dont on parlait à l'instant, ceux qui vont frapper au cœur de la Russie. Comme par exemple le FP1, c'est 60% des frappes qu'on évoque sur la Russie, c'est par ce type d'engin qui peut aller à 1000 voire 1500 km, voire plus peut-être parfois en fonction de la charge qu'il porte, et qui peut porter jusqu'à une centaine de kilos explosifs, ce qui est déjà tout à fait redoutable. Alors, Vincent, je voulais vous faire rebondir, on va retourner à la table, colonel, sur ce que nous disait le colonel avec ces sites de fabrication qui sont dispatchés un peu partout sur le territoire, parfois même dans des habitations. Ces sites, ce sont des cibles pour les Russes ? Alors ce sont des cibles pour les Russes. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à déterminer donc l'endroit les zones de production des différents drones. Michel parlait dans son excellent exercice de 70 sociétés productrices, mais c'est un tissu de PME, PMI et start-up de près de 500 entreprises. Donc ça signifie un effort de collecte et de captation de renseignements considérable pour identifier et sélectionner donc les cibles inhérentes à la production de ces drones. Sachant que même au-delà de la production, il y a la question aussi de l'utilisation des drones. Souvent, les services de sécurité ukrainiens, ils vont laisser ces sociétés, ces start-up, elles-mêmes définir un mode opérationnel et travailler finalement de manière indépendante et autonome pour bénéficier d'un retour d'expérience immédiat, pour immédiatement réengager derrière une campagne aérienne. Ce qui est tout à fait, ça c'est une première, je pense, dans l'histoire de la guerre, cette espèce de privatisation de la guerre avec une coopération permanente entre les services de sécurité, les forces armées et les start-up et les sociétés un peu plus établies qui sont engagées dans l'effort de dronisation de l'armée ukrainienne, des forces armées ukrainiennes. Grégory. Non, il y a aussi avec ce tissu de petites entreprises, enfin, ils ont quand même réussi en 4 ans et demi à monter un tissu industriel. Vous évoquiez le chiffre de 10 millions de drones en 2026. Vous avez certaines usines qui en sortent 200 par jour. Et qui partent directement sur le front. Donc il y a eu aussi cette organisation à l'arrière, une organisation industrielle qui a été improvisée, inventée face à la menace d'invasion russe, et on a vu que tout le pays a réussi à produire extrêmement rapidement, à innover, ça on l'a déjà beaucoup dit ici, à inventer de nouveaux drones, de nouvelles formes, etc., mais à produire industriellement, ce qui permet, par exemple, la nuit dernière, on évoque plus de 450 drones. Vous imaginez chaque nuit vous lancez vers la Russie des centaines et des centaines de drones, donc il faut les sortir très rapidement des usines. On va aller à Kiev justement. Merci Gwendoline de Bono d'être avec nous. On parlait de cette attaque massive des drones ukrainiens sur la Russie la nuit dernière. Est-ce qu'on assiste à un basculement dans cette guerre ? En tout cas, on a incontestablement des Ukrainiens qui augmentent la cadence de cette campagne de frappe dans la profondeur. On a une fenêtre d'opportunité cet été. Ça, c'est ce que nous disait le commandant d'une unité qui est en charge justement de cette campagne sur le territoire russe dans la longue portée. Alors pourquoi cette fenêtre d'opportunité cet été, c'est ce qu'il nous disait. D'abord parce qu'effectivement, là, l'Ukraine est en capacité de sortir 200 drones longue portée à minima par jour. Ensuite, parce que la Russie n'a toujours pas rattrapé son retard dans les drones intercepteurs qui sont capables d'intercepter ces drones longue portée. Pour l'instant, elle en a très peu. Et puis ensuite, parce qu'il y a un gros travail des forces ukrainiennes sur l'élimination des systèmes de défense anti-aérienne russe qui a donné des résultats. Ce que nous disait ce commandant, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, la taille de sa Russie, c'est sa plus grande faiblesse. Ceci étant dit, ça c'est un vrai succès ukrainien, mais on voit Moscou également qui intensifie ses attaques sur l'Ukraine. Et un officier
me disait tout à l'heure que l'Ukraine estime que la Russie pourrait bientôt lancer simultanément 200 missiles balistiques sur l'Ukraine, ce qui est une grande vulnérabilité puisque le pays est à court d'intercepteurs patriotes qui sont les seuls à pouvoir offrir une vraie protection contre la menace balistique. Merci beaucoup Gwendoline de Bono, vous êtes avec Éric Josset depuis Kiev. On va écouter ce commandant de drones ukrainiens qui affirme que l'Ukraine utilise un tout petit pourcentage de ses capacités. Notre niveau de déploiement actuel s'élève à 14% de la capacité totale des forces des systèmes sans pilote, grâce à un financement opportun de la part de nos partenaires qui nous permettra de disposer des moyens nécessaires. Nous pouvons et nous sommes en mesure de multiplier par 7 notre présence offensive contre la Crimée d'ici le mois d'août de cette année, sans lancer d'opérations terrestres, exclusivement par voie aérienne et en utilisant uniquement des drones de frappe et de reconnaissance de fabrication ukrainienne. Ils en ont encore sous le pied, les Ukrainiens, colonel ? Oui, bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ils ont fabriqué entre 4 et 5 millions de drones l'an dernier, et ils envisagent maintenant 10 millions. Donc, ça veut dire que voilà, ils sont en pleine expansion. J'ajoute un autre élément, c'est que maintenant, ils commencent aussi à s'intéresser aux missiles. Aux missiles de croisière. Alors, ils ont déjà un missile de croisière, le Flamingo, un peu low cost, qui donne pas forcément les résultats attendus, mais ils s'intéressent de plus en plus, notamment à des missiles balistiques. Donc, peut-être que fin de l'an prochain, on commencera à avoir, en plus des drones, des missiles ukrainiens. Donc oui, bien sûr, c'est leur principal atout, sachant que dans ce conflit, c'est pas compliqué. Quand vous connaissez la trinité de Clausewitz, il dit voilà, les nations en guerre, il y a une armée, un État et le peuple, le reste de la nation. Quand normalement les deux armées s'affrontent, une arrive à vaincre l'autre et puis le gouvernement se soumet. Mais quand les deux armées sont bloqués comme ça, face à face, eh bien on va chercher la décision sur l'arrière. Et donc là, on est dans une situation où sur le front est bloqué globalement, et donc on cherche la décision stratégique de part et d'autre en frappant sur l'arrière. Donc il y a 2 campagnes de frappe simultanées avec des moyens un peu différents, c'est-à-dire qu'on l'a évoqué, les Russes misent eux principalement sur leur atout, c'est les missiles balistiques, d'autant plus qu'en face il y a de moins en moins de capacité à les intercepter. Les Ukrainiens sur leurs drones à longue portée, et avec cette idée que, au bout d'un moment, on va finir par obtenir des résultats stratégiques. Le problème de ce type de campagne, contrairement aux lignes de front où vous voyez à peu près qui avance, qui recule, qui va dans le sens de l'histoire, c'est que c'est du pointillisme. C'est on multiplie les frappes, puis on attend de voir émerger quelque chose qui ressemble à un effet stratégique, et ça peut prendre beaucoup de temps. On va rester, si vous le voulez bien, sur les drones ukrainiens, cette fois les drones terrestres qui sont déployés le long de ce qu'on appelle la zone mortelle, des drones qui permettent notamment d'essayer de sauver les vies des soldats. Écoutez. À mon avis, le rôle des drones terrestres dans cette situation vise précisément à résoudre ce problème. Puisque nous pouvons utiliser des drones dans cette zone de feu au lieu de personnes, au lieu de ressources humaines, au lieu de risquer des vies humaines. Car comme je l'ai dit, ces missions se mesurent en vies humaines. Nous sommes capables d'accomplir ces missions en utilisant des drones. C'est précisément dans cette zone de feu, là où nous aurions auparavant déployé des personnes, que nous pouvons désormais mener des missions avec des drones terrestres. Des drones, Grégory, qui servent au ravitaillement, à la logistique. Oui, les reporters l'ont montré, ça, par exemple, le ravitaillement, où vous amenez de la nourriture plus loin sur le front, parce que au moins, c'est une machine, c'est un robot qui amène de l'eau et un peu de nourriture ou des munitions, et ça évite effectivement de mettre en danger un soldat pour faire ça. Alors, on va écouter un autre son, un militaire, Jason, commandant d'une unité de véhicules terrestres sans pilote. Il nous explique comment ces drones ont été développés. Écoutez. Et ce type d'initiative de la base vers le haut, où ils se contentaient de prendre des objets, de les construire, de les tester et de les présenter à l'armée, qu'ils les utilisaient. Puis où l'armée elle-même a commencé à développer, construire et concevoir des objets de son propre chef, avec ses propres fonds. Tout cela a commencé à porter ses fruits. Ensuite, les entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs ont commencé à s'impliquer, proposant leur aide et les financements, puis recrutant des équipes composées de ces jeunes qui avaient mis au point des innovations pour les intégrer dans leur sphère d'influence.
Vincent, on est dans une situation où un pays sous la contrainte de la guerre a dû aller vite pour inventer et pour développer tous ces drones. Oui, et puis n'oublions pas que l'Ukraine est un pays d'ingénieurs, et d'ingénieurs en aéronautique notamment, mais là c'est l'effort finalement de toute la nation et de toute la nation en guerre et toute la nation en armes qui s'opère. Dans chaque régiment, il y a des spécialistes en drones, il y a des drones, il y a des gens qui pratiquent des retours d'expérience constants, qui ont des rapports directs avec les fabricants, avec les ingénieurs. On voyait tout à l'heure Robert Brovdi, finalement il est emblématique, donc le chef des systèmes sans pilote ukrainiens. Pourquoi ? Parce que lui-même c'est un ancien oligarque. C'est un milliardaire qui était spécialisé dans les grains et les céréales. Il a mis une partie de sa fortune, justement, il a engagé une partie de sa fortune dans le développement des drones et donc des forces qu'il commande aujourd'hui. Donc il y a une intrication, il y a une coordination globale de toute la société ukrainienne autour justement de cette histoire de drones. Et maintenant nous sommes un petit peu en retard, nous sommes un petit peu, j'allais dire presque à la ramasse, oui. Mais on a quelques atouts, notamment dans le domaine des logiciels de brouillage, c'est très important. Et puis on parlait des drones sur le champ de bataille, des drones terrestres, des drones filaires. Et par exemple, on a nous en France des sociétés d'enrouleurs, par exemple. C'est idiot, mais ça se joue aussi sur ce type de détails. Des sociétés d'enrouleurs qui vont permettre justement une meilleure utilisation du drone filaire sur le champ de bataille. Et on réfléchit, Grégory, un peu hors des sentiers battus. Je lisais le témoignage d'un inventeur ukrainien qui disait que bientôt, peut-être que des soldats blessés sur leur lit d'hôpital pourraient piloter à distance leur drone. Non, mais cet engin est assez fascinant, et vous l'avez très bien expliqué, cette zone de la mort, la kill zone que nos reporters nous ont, notamment Gwendoline de Bono, raconté, c'est-à-dire en gros, si un soldat, un homme pénètre dans cette zone, il a quelques dizaines de secondes, et il se fera abattre par un drone. C'est pour ça que vous préférez envoyer des robots, des machines qui vont aller livrer de la nourriture ou des munitions. Il y a quelques semaines, je crois que c'était au printemps, on avait même vu l'arrestation, la capture de 2 soldats russes uniquement par des drones. C'est-à-dire que vous avez des drones terrestres qui arrivent, 2 drones aériens juste au-dessus, et qui ramènent les 2 soldats russes les mains en l'air vers les positions ukrainiennes. Donc vous n'avez pas d'intervention humaine de proximité, mais ce sont 4 drones qui permettent la capture de soldats russes. Et ça, c'est vraiment les Ukrainiens qui ont été contraints d'inventer ça face à la réalité du terrain. Oui, colonel. Oui, justement, alors c'est la grande tendance. C'est les Ukrainiens ont commandé 20 000 drones, 20 000 robots, on va appeler ça des robots terrestres comme on voit. Et ils en ont 200, pour l'instant une centaine de modèles qui sont en cours de développement. Un robot comme ça, il fait 2-3 missions avant d'être détruit. Et donc on les renouvelle en permanence. Au départ pour faire de la logistique, pour évacuer les blessés, ça c'était une des missions premières. Donc il faut imaginer la zone de mort, elle est tenue par des gens qui sont dans des trous, des 3-4 qui restent pendant des mois dans les trous. Mais quand il y a des blessés, comment on fait pour les récupérer ? On envoie un drone. Il faut imaginer quand même. Donc il faut imaginer mettre le gars sur le brancard sur le drone et il va se taper 2 heures parce que c'est lent. Pour aller jusqu'au poste de secours. Donc c'est quand même autre chose. Et de plus en plus des missions de combat. Vous avez de plus en plus des drones qui tiennent des positions à la place des hommes. Donc en gros, c'est une mitrailleuse automatique avec des radars qui est là, qui tire sur tout ce qu'elle perçoit dans le secteur. Et de plus en plus aussi des missions offensives. Juste un dernier élément qui montre aussi un peu tout cette guerre, à la fois cette guerre d'ingénieurs, cette guerre ingénieuse que mènent les Ukrainiens. Vous avez un logiciel qui s'appelle Brave One et qui relie des unités au combat et les entreprises. C'est-à-dire que vous avez des unités au combat, elles gagnent des points avec ce qu'elles font. Ils détruisent des véhicules, des trucs comme ça, ils gagnent des points. Donc il faut prouver ce qu'ils font. Et en fonction de leurs points, ils peuvent acheter dans un grand catalogue Amazon. Ils sont en lien avec des entreprises qui leur proposent plein d'équipements. Et puis ils disent tiens, je vais prendre ça, je vais acheter ça, et puis on leur livre directement sur le front et ils testent tous ces équipements. Donc vous avez un lien direct qui va très vite
et qui est très très étonnant. On est très loin encore de cette. Je me souviens, pardon colonel, du témoignage d'un ingénieur de Kiev que Gwendoline de Bono avait rencontré et qui lui expliquait: le matin à mon bureau, je développe un programme et je programme un drone, et le programme est testé le soir même sur le front. C'est-à-dire que vous voyez aussi la rapidité de mise en application. C'est-à-dire que vous avez à l'arrière les ingénieurs qui travaillent. Quelques heures après, 12 heures après, c'est testé sur le front. Vincent. Tout ça, tant mieux pour les Ukrainiens, ça permet de ne pas trop engager d'hommes et de ne pas trop consommer d'hommes sur le terrain. Mais si on ouvre un peu la focale sur le plan philosophique, ça peut nous promettre aussi un avenir effrayant. Que la guerre soit menée essentiellement par des drones et par des robots soldats. Des robots et des IA. Vous vous rendez compte, un robot soldat, maintenant, il pourrait être produit pour moins de $10 000 avec une intelligence de polytechnicien. Sachant qu'un combattant, ça coûte selon les armées modernes, entre 700 000 et $1 million par an. Et c'est ce même Robert Brovdi qu'on voyait tout à l'heure, qui s'interrogeait d'ailleurs et qui disait que ça pouvait devenir la plaie de l'humanité, cette affaire-là, si ça ne devenait pas essentiellement un outil dissuasif. On va regarder, colonel, maintenant des images qui nous viennent de la région de Kherson, où des drones marins frappent les forces russes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent ces opérations? On a des porte-drones Barracuda, c'est ça? Oui, alors. C'est mieux que moi. Allez-y. Non. Mais alors, l'intérêt des drones navals, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'ils peuvent être beaucoup plus gros. Ils sont portés par l'eau, donc ils peuvent porter des charges très importantes. Donc, ils peuvent être utilisés pour porter directement des charges, pour être des sortes de missiles navals au ras de l'eau, ou même d'ailleurs sous-marins. Mais ils peuvent être utilisés comme plateforme, c'est-à-dire que de plus en plus, on a des petits drones qui sont utilisés pour tirer des missiles antiaériens. Il y a même d'ailleurs, on a eu une petite opération amphibie, je crois bien, où un drone naval a amené un robot terrestre comme ceux qu'on voyait tout à l'heure, se poser en Crimée pour faire un petit passage. C'était tout à fait symbolique, mais c'était une première opération amphibie entièrement robotisée. Donc oui, ça c'est très redoutable. Et juste un élément, mais chaque fois que dans les exercices de l'OTAN, on fait intervenir des Ukrainiens, avec leurs méthodes, leurs moyens, etc. Notamment, je pense à un exercice naval sur lequel on n'a pas fait beaucoup de publicité, parce que les Ukrainiens qui utilisaient les drones navals dans cet exercice ont posé quand même beaucoup de problèmes aux marines de l'OTAN qui étaient engagées. Donc oui, le drone naval, je dis pas que c'est le nouveau roi des mers, mais au moins pour tout ce qui est défense des côtes, c'est quelque chose de tout à fait remarquable et puis maintenant incontournable. Thomas Schnell nous a rejoint. Merci Thomas d'être là. On parlait tout à l'heure des drones ukrainiens, de cette menace sur la Russie. Eh bien, Poutine protège ses sous-marins nucléaires des drones ukrainiens. Oui, nous l'avons appris en juin dernier par le ministère de la Défense britannique, qui nous a transmis des images satellites qui montrent des instants où certains bâtiments de la marine russe sont émergés. Ils apparaissent ici, vous le voyez, sur le port de Novoroïsk, où on voit ces sous-marins de la classe Kilo. Ce sont des sous-marins qui sont extrêmement silencieux, propulsés au diesel ou à l'électricité. Et en fait, sur les images satellites, le ministère de la Défense britannique a reconnu que ces bâtiments étaient recouverts d'une cage métallique qui servait à protéger ces sous-marins des attaques de drones, les drones FPV, qui sont pilotés par un pilote en temps réel qui pouvait les frapper lorsqu'ils sortent de l'eau. Ils ont tout simplement mis une cage en fait au-dessus des entrées de ces bâtiments-là pour empêcher les drones de pouvoir faire des dégâts sur ces bâtiments. On appelle ça des grilles barbecue, qui ont également fait leur apparition depuis le début de la guerre sur des chars russes, des structures temporaires qui sont ensuite retirées. Quand vous le voyez, les bâtiments, les sous-marins repartent sous l'eau pour leurs différentes missions. C'est ce qu'on voit donc sur ces images. Donc ce sont des drones qui peuvent les frapper sur cette base qui se trouve seulement à quelques centaines de kilomètres du front ukrainien. Mais on a également vu ce genre de protection sur les sous-marins apparaître lorsque des sous-marins se trouvent sur une base qui est amplement plus lointaine que la base sur la mer Noire. On parle de la
péninsule du Kamtchatka, où se trouve la base navale de Vilyuchinsky, où là aussi, certains sous-marins ont pu apparaître recouverts des mêmes protections, de ces mêmes cages temporaires sur l'entrée des bâtiments, sur cette base donc qui sert à l'entretien, au ravitaillement de la flotte russe de sous-marins, qui se trouve pourtant à plus de 7000 km du front ukrainien. Mais on voit bien l'inquiétude de la Russie quant à l'état et la protection de ces différents sous-marins. Merci beaucoup Thomas, vous restez avec nous, on vous retrouvera dans un instant. Bonjour Sylvie Berman, merci de nous rejoindre, ancienne diplomate et ancienne ambassadrice de France en Russie. On le voyait, certains sous-marins nucléaires sont protégés des drones ukrainiens à 7000 km du front. Les Russes ont à ce point-là peur des drones ukrainiens ? Je crois qu'ils ont raison d'en avoir peur. On a vu que les Ukrainiens ont une capacité de frappe en profondeur. Bon, autrefois, on disait que la Russie avait justement cette profondeur stratégique à cause de son territoire, ce qui avait été le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, alors que l'Ukraine a une profondeur stratégique qui est en fait l'aide apportée par les Américains, voire les Européens et les co-entreprises en matière de drones. Ces protections coloniales, on les a vues avant sur des chars russes, avant même de les voir sur les sous-marins ? Oui, on appelle ça des cages à poules aussi. C'est un vieux système, hein, donc on voit ça un peu partout parce que ça marche relativement bien. Ça permet de faire barrage. On s'en servait déjà aussi pour faire barrage, par exemple, à des missiles anti-chars, c'est-à-dire qu'on essayait de faire exploser le missile avant de toucher directement le blindage du véhicule, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer forcément, autant que les drones. Je précise un point. Je rappelle que l'an dernier, l'île Longue, la base française de l'île Longue avait été survolée par des drones. Donc voilà, il faut maintenant tenir compte de cette menace, y compris pour toutes les bases navales dans le monde entier, incontestablement. Et même au Kamtchatka, je rappelle que les Ukrainiens ont fait des sabotages aussi à Vladivostok, c'est pas loin. Donc ils sont capables aussi de frapper très loin des cibles, des bases navales à coups de drone. Donc oui, on va retrouver des cages à poules un peu partout, on va retrouver des filets au-dessus des villes, des rues, des axes. Vous voyez le paysage, on parlait de la zone de mort ou même la zone un peu plus à l'arrière sur le front. Maintenant, vous avez des filets sur les axes logistiques. Vous avez Kramatorsk, la ville est pareil. Oui, vous avez des villes qui sont sous filet de pêche. Voilà, une protection de filets de pêche. Et puis, enfin, sur la zone de mort, vous voyez beaucoup de fils aussi qui pendent un peu partout. Et ça, ce sont les fils qui servent à guider notamment les drones. Donc, il y a un nouveau paysage de guerre qui se met en place. Vincent Couvé. Oui, pour compléter ce que nous présentait Thomas tout à l'heure, ce que l'on voyait sont des sous-marins de classe Kilo, donc ce sont des sous-marins nucléaires d'attaque, ce ne sont pas des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est-à-dire ce sont des sous-marins à propulsion nucléaire, mais tout ça c'est un peu vain quand même, parce qu'effectivement ils peuvent se prémunir, se préserver d'attaques de drones FPV ou aériens, mais pas du tout d'attaques de drones navals style Magura V5, qui sont des drones kamikazes au ras de l'eau en fait, et donc qui pour lesquels ce genre de filet finalement est totalement inopérant. Ouais. Grégory ? Oui, c'est quand même assez frappant d'imaginer que tout au bout de l'extrême-orient russe, dans cette péninsule du Kamtchatka, on envisage de protéger effectivement ces installations portuaires de sous-marins. Et moi, ce qui me frappe, alors je ne connaissais pas l'expression des cages à poules, mais c'est ce côté un peu artisanal finalement pour aller protéger un arsenal une marine sous-marine. Et vous mettez des filets ou du grillage autour en se disant au moins ça protégera. Les Ukrainiens font la même chose, on a dit à Kramatorsk où il y a des villes ou des quartiers entiers qui sont sous filet. Coup de chapeau à nos pêcheurs bretons qui ont été remerciés. Concernant les filets, il paraît que les filets espagnols sont les meilleurs. Pêcheurs mais nos pêcheurs bretons ont quand même envoyé des filets en Ukraine pour protéger notamment les installations. Sylvie, vous vouliez dire un mot sur les pêcheurs bretons ? C'est ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que Zelensky avait rencontré les marins bretons et les avait remerciés.
Vincent. Juste correction immédiate, grâce à la vigilance de Michel, les sous-marins de classe Kilo sont à propulsion diesel. Et la correction est faite. Voilà. Plusieurs ont été touchés par des Ukrainiens, attention. Il y a des relativement petits sous-marins qui vont pas, sont surtout des sous-marins côtiers, qui vont pas très loin, mais qui sont très efficaces. Mais plusieurs ont déjà été touchés par des Ukrainiens. Alors on va voir aussi avec vous, Thomas, que Poutine rehausse sa sécurité et s'enferme un peu plus dans sa forteresse. Oui, effectivement. Regardez bien ces 4 vidéos qui datent toutes de périodes différentes, qui montrent un Vladimir Poutine en train de tenir des réunions avec son administration dans un bureau tout à fait similaire. Pourtant, chacune d'entre elles a été prise dans des lieux géographiques différents, puisqu'en fait, Vladimir Poutine a cloné son bureau dans différents endroits avec exactement le même aménagement, de sorte que nul ne sache s'il se trouve dans son bureau au Kremlin à Moscou, dans la résidence présidentielle de Novo-Ogaryovo ou encore à Valdai où il avait une maison d'été. Personne ne peut le savoir puisqu'il a cloné ce même bureau. Une discrétion de Vladimir Poutine qui ne répond pas tout à fait à la paranoïa puisqu'il est désormais une cible selon ses renseignements. C'est une menace tangible, tant et si bien que lorsqu'il fait désormais des inaugurations d'usines, ce n'est pas des images qui sont diffusées en direct, ce sont des images qui sont enregistrées au préalable. Il n'y a plus non plus d'intervention sur des vastes stades remplis de partisans, plus de déplacements en public. Cette discrétion va jusqu'au système de caméras qui entoure Poutine et son entourage, qui a été récemment déconnecté par les services russes, de manière à le rendre hermétique à toute intrusion informatique. La décision fait écho, bien évidemment, à l'élimination à plusieurs milliers de kilomètres, à Téhéran, en Iran, de l'ayatollah Khamenei, où on se souvient que c'est ce même système de vidéosurveillance urbain qui avait été piraté là par les services américains et israéliens afin de pouvoir connaître les habitudes, les déplacements d'Ali Khamenei et de son entourage. Ce système de vidéo avait donc été piraté, cela avait permis aux différents systèmes de renseignement de pouvoir définir le moment le plus opportun pour frapper l'ayatollah Khamenei. Donc Poutine a renforcé sa protection, il interdit même l'usage de téléphone dans son entourage, il restreint ses déplacements, tout cela afin d'empêcher à tout adversaire de cartographier le fonctionnement du pouvoir russe. Merci beaucoup Thomas. Sylvie Berman, les bureaux clonés, les téléphones qui sont interdits, les images enregistrées, tout ça, vous l'avez connu, vous l'avez vu, ou vraiment il y a un renforcement extrêmement visible? Non, il y a un renforcement visible. Il n'a jamais aimé résider au Kremlin. De toute façon, il était dans sa villa de Novo-Ogaryovo. La plupart du temps, il recevait des hôtes sur une base un peu plus personnelle et pas nécessairement dans un bureau. En revanche, il allait beaucoup effectivement à Sochi et à Valdai. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une forme de discrétion. Et sauf quand il décidait de le faire savoir, parce qu'il a reçu Angela Merkel à Sochi. Et là, c'était tout à fait visible. Il y a toujours eu cette forme de discrétion. Aujourd'hui, de toute façon, c'est un homme du KGB. Et quand on est au KGB, on doit se méfier de tout le monde. Et il a toujours eu un service de protection renforcé, puisqu'il y avait la garde présidentielle, qu'il y avait le FSO, en particulier, qui est son service de sécurité privée, et qui ne laisse pas approcher. Je veux dire, moi, j'ai vécu ça au moment du Forum économique de Saint-Pétersbourg, donc qui était sa vitrine économique, quand il avait invité Emmanuel Macron. Je me souviens que le ministre des Affaires étrangères à l'époque avait été bloqué à une porte et le FSO l'a pas laissé passer. Donc ils sont effectivement très vigilants, et aujourd'hui il est désigné comme une cible. De toute façon, donc, il a des raisons objectives d'avoir peur pour sa vie. D'avoir peur, c'est vrai qu'il voyage moins parce qu'il voyageait beaucoup. Il est allé là à Irkoutsk et je crois qu'il va prochainement à Novosibirsk, mais il a considérablement réduit ses déplacements. Il y a la place pour zéro improvisation dans la vie de Poutine, Vincent. En tout cas, il essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'imprévu et de surprise. Ah oui, zéro. Sylvie évoquait donc le FSO, le Service fédéral de protection. Il faut rappeler ce que c'est. C'est un service de protection unique dans le monde. Le Secret Service américain dispose de 7000 agents pour mettre sous bulle le président des États-Unis. Là, on parle de 50 000 hommes.
50 000 hommes, dont le régiment du Kremlin. Le FSO, il s'occupe à la fois donc de la protection rapprochée. Les trois premiers cercles de protection rapprochée, c'est près de 1000 hommes qui s'en occupe. En plus, qui ripe énormément parce qu'il a une confiance très modérée. Il a peur d'un attentat en interne. Donc, tous les 3 mois, ces hommes changent. Et puis le FSO s'occupe aussi du contrôle de toutes les communications fédérales russes à travers le contrôle de ce qu'on appelle le FAPSI. Il s'occupe du contrôle aussi du Tcheget, donc la boîte noire qui donne l'ordre de tir nucléaire au cas où. Et puis il s'occupe aussi de bricoler un petit peu le décor, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il s'occupe de tout de l'architecture des bâtiments officiels, notamment des résidences du Tsar, mais ils le font pas très bien. Hein. On a vu qu'effectivement, ils travaillaient pas très bien les détails, nous permettant de voir de certaines singularités selon les prises électriques. Oui, les prises électriques n'étaient pas vraiment alignées, ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est un service de sécurité considérable, avec aussi quelques particularités depuis quelques mois, notamment sur le modus operandi des cortèges. À chaque fois, il y a 3 cortèges qui sortent en même temps du Kremlin, qui sont identiques, pour brouiller un petit peu les pistes et éviter que les Ukrainiens soient tentés de taper tel ou tel cortège. Et il a peur de quoi, Sylvie Berman ? D'une menace extérieure, d'une menace des Ukrainiens, d'une menace intérieure ? Il a peur surtout d'une menace des Ukrainiens, effectivement. Menace intérieure, on ne sait jamais, ça peut arriver. Je sais qu'on cite toujours Prigojine, mais Prigojine n'a jamais menacé Poutine. Hein. C'était une mutinerie et son but, c'était d'éliminer le ministre de la Défense et le chef d'état-major. C'était de convaincre Vladimir Poutine de l'échanger. Alors cela dit, Poutine a quand même considéré ça comme une trahison et l'a éliminé ensuite. Mais oui, il a peur de ce qui peut arriver en regardant ce qui s'est passé dans le monde où des chefs d'État ont été visés. En Russie même si les chefs d'État n'ont pas été assassinés, il y a quand même eu le coup d'État contre Gorbatchev qui a mis fin à l'Union soviétique. Donc on comprend qu'il ait ces craintes-là. Alors, je me rappelle de ce documentaire LCI, Grégory, où il était dit qu'il a peur de finir comme Kadhafi. Oui, c'était sa plus grande peur. Bertrand Koch avait commencé son documentaire là-dessus, s'appuyant sur les travaux de Vincent Jauvert, qui est notre confrère correspondant à Moscou, et qui raconte que Poutine a vu les images de Kadhafi assassiné par des rebelles libyens en 2011 et que c'est un traumatisme tel pour lui qu'il a peur de finir comme ça. Objectivement, il a raison de vouloir se protéger. On mettait tout à l'heure paranoïaque, Poutine se protège. Mais même les plus grands paranoïaques ont des ennemis. Donc il a objectivement raison de vouloir se protéger, soit d'une attaque venant de l'extérieur, soit de quelque chose en interne. Et encore une fois, il est frappant, notamment dans le documentaire de Bertrand Koch, de voir que Poutine, au fil des ans, et je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais au fil des ans, a été de plus en plus inquiet de sa fin. De comment il finira. Comment est-ce qu'il sera peut-être un jour ou non délogé du pouvoir, tué, assassiné. Et c'est devenu une obsession pour lui, d'où les nombreux palais, les tentatives de masquer le fait qu'il est à Valdai, à Sochi ou à Moscou. Ça répond à une véritable inquiétude personnelle. Vous le percevez ça, Sylvie, aussi ? Cette inquiétude grandissante. Oui, tout à fait. Bon, sur Kadhafi, on le sait, parce qu'on dit qu'il passait en boucle, effectivement, le film de ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il en a beaucoup voulu à Medvedev, de s'être abstenu sur la résolution et d'avoir permis effectivement une intervention occidentale qui a débouché sur la mort de Kadhafi. Mais l'évolution du monde montre que personne n'est à l'abri, parce que Khamenei a été assassiné et c'est récent, avec des moyens qui peuvent aussi être utilisés en Russie. C'est pour ça que Internet ne fonctionne pas bien, que les téléphones sont interdits. D'ailleurs, lui-même n'a jamais utilisé ni le téléphone, ni Internet. Il n'a pas de smartphone. Justement, il se préserve de ça, alors que d'autres se baladent et puis laissent enregistrer leur marathon. Et répondent au téléphone des journalistes français. Absolument. Donc, puis il voit bien que Trump aussi, qui est archi-protégé, a été menacé. Donc, oui, cette peur augmente. Et je pense que le nombre d'ennemis qu'il a augmente également depuis le début de la guerre. Vincent. Et ces officiers de sécurité aussi n'utilisent pas de smartphone.
Ils sont absolument déconnectés de toute connexion Internet. Ils n'ont pas le droit d'installer des applis d'ailleurs sur leur smartphone personnel s'ils en ont. Pourquoi ? Bien parce que les différents derniers justement attentats qui ont ciblé de hautes personnalités iraniennes ont réussi justement grâce au tracking des smartphones des officiers de sécurité des différentes personnalités. Je pense notamment à Ari Larijani, qui était le secrétaire du Conseil suprême de sécurité de la République islamique, qui a été repéré grâce au smartphone de ces officiers de sécurité. Sylvie, qui du coup a la confiance de Poutine ? Et est-ce que ça se compte sur les doigts d'une main, les personnes qui savent où il est et ce qu'il fait ? Oui, ça se compte effectivement sur les doigts d'une main. Bon, en dehors du FSO, effectivement, il y a le FSB, puisque c'est l'ancien patron du FSB. Et en général, il s'informe par justement les notes qui lui sont remises. Il y a également Gerasimov, qui est finalement indéboulonnable, le chef d'état-major des armées, et normalement Patrouchev, même s'il a été écarté, a quand même encore une influence. Vincent, quelles sont les menaces qui pèsent contre Poutine ? Quand on dit, alors il y a peut-être une part de parano aussi, Sylvie, vous nous direz tout à l'heure, mais en tout cas il a des raisons d'avoir peur. Vous parliez des Ukrainiens, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Tout à l'heure, Michel parlait de la Trinity et de Clausewitz. Et il manque un quatrième pilier, finalement, c'est l'élimination des dirigeants. C'est-à-dire, pourquoi l'impunité des centaines de jeunes Russes et moins jeunes Russes qui meurent sur le front chaque jour. Donc, je pense que le tabou de la sécurité des dirigeants est brisé depuis maintenant 2 ans. Vous savez, Zelensky a échappé à près de 14 attentats au cours du printemps 2022. Je crois qu'il y a plus de gentleman agreement pour dire voilà, on se laisse tranquille mutuellement. Aujourd'hui, ça reste une solution pour les Ukrainiens d'en terminer avec ce conflit, sachant qu'on ne sait pas ce dont demain sera fait. Il y aura peut-être pire après Poutine, si Poutine venait à être éliminé par les Ukrainiens. Et puis il y a des failles, il y a des grandes vulnérabilités. Il n'y a jamais en protection rapprochée, il n'y a pas zéro risque. Il voyage. Sylvie le rappelait tout à l'heure, il prend son Ilyushin 96 qui atterrit, qui décolle, et même avec l'escadre de chasse de l'escadron Rossiya qui l'escorte, il est pas, il peut être susceptible d'être touché à un moment ou à un autre par un drone ou par un missile antiaérien. Sylvie, est-ce qu'il y a aussi une part de paranoïa chez Poutine ? C'est difficile de répondre à ça. Quand il y avait eu une série de reportages sur lui, c'était Oliver Stone uniquement une marque d'hostilité. C'est parce que le président de la République française avait refusé de se faire tester. Et est-ce que c'est de la paranoïa ou est-ce que c'est une peur finalement qui est quand même en partie rationnelle du pays, colonel, avec donc encore ces constantes, c'est-à-dire qu'on va frapper loin et puis on frappe les infrastructures. À résoudre. Ça reviendra peut-être, mais pour l'instant, ils ont de gros problèmes. Non, la nouveauté, c'est que là, cette frappe qui a eu lieu notamment dans le Tatarstan a tué des civils. Ça, c'est... alors, on ne sait pas très bien quelles ont été les circonstances. C'était pas une attaque délibérée sur civils, c'était une attaque sur la raffinerie qui se trouvait dans la région, mais il y a au moins 13 personnes qui ont été tuées et 75 blessés, ce qui n'était pas le but recherché, mais en tout cas, c'est ce qui a été obtenu et qui sera évidemment exploité par les Russes, par les autorités russes, qui sera présenté comme effectivement une attaque terroriste, comme évidemment un crime de guerre, etc. Donc ça, c'est un des problèmes de ce type de campagne de frappe dans la profondeur, c'est que même si on ne vise pas délibérément la population, celle-ci, elle se trouve malgré tout touchée à un moment donné. Alors, les Russes veulent bien toucher indirectement la population russe en leur rendant sa vie peut-être un peu plus pénible, mais ils ne veulent pas tuer la population civile russe, mais pourtant ça arrive de temps en temps. Grégory. Sur ce site et cette frappe qui a eu lieu, donc vous l'avez dit, à plus de 2200 km du front, c'est donc une installation pétrochimique et qui a un but dual, c'est-à-dire qu'à la fois ça produit du gaz pour les civils, mais ça produit aussi apparemment du carburant pour les drones, les missiles, les fusées, etc. Donc la cible
qui a été choisie par les Ukrainiens, encore une fois sans doute avec un drone longue portée, est une usine qui à la fois affecte la population puisque c'est un site qui produit du gaz, mais affecte aussi les militaires, notamment leurs drones et leurs missiles. Et 2200 km, c'est peut-être un record quand même. 2200 km. Je crois qu'il y a une cible qui a été touchée à 2700 km. Vincent Crouzet, est-ce que cette stratégie ukrainienne, quel est son impact sur le moral des Russes, sur l'économie russe? Est-ce que c'est une stratégie entre guillemets gagnante? Le premier impact, c'est que la Russie, pour la première fois de son histoire, importe du carburant. Oui. Doit importer du carburant, alors que au Maroc. Alors un peu partout dans le monde. Il y a certains pays européens qui vendent du carburant à la Russie actuellement. Je ne vais pas stigmatiser certains pays en particulier, mais ils sont connus par les services de renseignement occidentaux. Donc les Russes contraints d'importer du pétrole. Oui, alors c'était une station-service non seulement pour eux-mêmes, mais pour une partie de leur monde et de leur sphère d'influence. Donc quelque part, c'est une vraie humiliation. Et ce que disait Grégory est très juste, c'est que ce sont des cibles duales. À l'heure où les Russes réorientent et concentrent leur effort d'armement sur la production de missiles balistiques à moyenne portée, style Zircon, Iskander, etc., le fait justement de priver cette industrie missilière de carburant de combustion et de propulsion, c'est très important sur le plan stratégique pour les Ukrainiens. Et puis après, évidemment, il y a l'impact visuel sur les populations avec ces panaches de fumée noire. On l'a vu notamment avec le ciblage des entrepôts Wildberries, qui était très spectaculaire, mais qui n'était pas seulement psychologique, parce que aussi il entravait la liberté de consommation des Russes. Et donc voilà, c'est un ensemble de mesures qui participent non seulement à la guerre psychologique, mais aussi à entraver la logistique russe dans tous les domaines. Et les Russes se rendent bien compte du problème avec ces prix à la pompe qui flambent et qui parfois les mettent bien en colère. C'est quoi ce bordel? 10 litres? C'est quoi ce putain de 10 litres? Appelez la putain de sécurité, appelez-les, je vais leur parler. Le gars n'a pas le droit de remplir un jerrycan de 10 litres. Qu'est-ce qui se passe en ville? Et la station-service ne fonctionne pas. C'est vraiment encore une autre station-service? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure? Déjà 3h30? Les gars, vous vous foutez de moi? C'est quoi ce truc, putain? C'est quoi cette merde? Et c'est comme ça partout en ville. J'ai juste pas eu le temps de tout filmer. Est-ce que ça, c'est dangereux pour Poutine, Sylvie Berman? Alors, les Russes sont effectivement très mécontents aujourd'hui. Ils sont inquiets. Pendant très longtemps, ils ne voyaient pas la guerre, en particulier à Moscou, Saint-Pétersbourg, Yekaterinbourg. C'était finalement les régions qui étaient au-delà de l'Oural, les régions les plus pauvres. Aujourd'hui, ils ressentent effectivement les effets de la guerre. La Russie, comme on l'a dit, c'est ce que disaient les présidents américains, avec un certain mépris, c'est une station-service avec des missiles. Aujourd'hui, la station-service ne fonctionne plus et donc ça suscite une incompréhension totale des Russes, effectivement. Maintenant, ils vont pas descendre dans la rue, ils vont pas se révolter. Et puis, ça peut jouer dans les deux sens, c'est-à-dire que certains se disent il serait temps que la guerre se finisse, mais ils veulent probablement quand même la gagner parce que ça serait une humiliation. Ils ont déjà vécu celle de 91, et en tout cas, dans les ultranationalistes, ceux qu'on appelle les 1000 blogueurs, ou ceux de la télévision comme Solovyov et autres, le résultat est plutôt un appel à frapper plus fort sur les Ukrainiens, parce qu'ils trouvent inconcevable, effectivement, que les Ukrainiens... D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde dit en Russie que c'est l'OTAN, que c'est pas uniquement les Ukrainiens. Oui. Donc, ils trouvent ça intolérable et au contraire, ils incitent à frapper plus fort. Alors, regardez cette séquence, c'était il y a quelques jours en Sibérie, toujours sur les prix des carburants.
Que s'est-il passé? 95 ou 68 roubles? Incroyable! Quel genre de miracle merveilleux est arrivé dans notre ville? La route était noire, les pompes vides. Qui est venu dans notre ville? Qui est venu en Sibérie et avec une baisse des prix de l'essence, Sylvie? Non, absolument. Alors ça rappelle effectivement les voyages de Catherine II qui étaient organisés par Potemkin, mais en fait, ça évoque aussi l'humour des Russes, enfin plutôt des Soviétiques, pendant les pénuries. Alors là, il y a ceux qui sont mécontents, mais elle le dit avec un certain humour. Et il y a beaucoup de blagues qui aujourd'hui circulent en Russie. Et il se trouve que Poutine a fait un déplacement en Sibérie, Vincent, et que là où Poutine passe, les prix descendent. On pourrait l'inviter en France justement pour avoir et même M. Trump pourrait l'inviter aux États-Unis pour que le gallon tombe un petit peu. Le prix du gallon tombe un petit peu, mais les Russes sont pas dupes, parce qu'effectivement ils communiquent entre eux sur cette histoire et ça donne lieu à des plaisanteries dont ils raffolent. On va regarder quelques images aussi de Crimée, où l'Ukraine multiplie les frappes sur les sites énergétiques. Et écoutez cette habitante. À Primorsk, cela fait 7 jours sans électricité, peut-être même plus. Nous, à Dzhankoï et dans d'autres régions, nous n'avons pas eu d'électricité pendant 3 jours. Je ne dis rien, mais comment est-il possible d'acheter ou de faire le plein de bidons en ce moment ? Voilà, même la Crimée est touchée. La Crimée, un symbole fort pour Poutine, Grégory. Oui, bien sûr. Même la Crimée est touchée et la Crimée est particulièrement visée par les Ukrainiens. Délibérément, ça fait partie de la stratégie de Zelensky. C'est un territoire occupé par les Russes, terre de villégiature. On est en plein été, c'est une destination avec que les Russes aiment bien pour aller à la plage. Et clairement, les Ukrainiens ont eu un objectif depuis le printemps et depuis le début de l'été, c'est de faire en sorte que ce territoire soit fragilisé. Il n'y a plus d'essence, il y a du rationnement. Les Russes qui viennent passer des vacances dans ce territoire occupé voient des drones aériens et même navals, je crois, le long des plages. Donc en gros, l'idée c'est de vider la Crimée des occupants russes et à terme, je ne sais pas s'il y arrivera, personne ne le sait, peut-être de récupérer ce territoire, mais de faire en sorte en tout cas que il n'y soit plus facilement vivable. Et c'est ce qui arrive notamment à tous ces vacanciers russes. On a vu des centaines, voire des milliers de Russes au début de l'été quitter le territoire parce que trop dangereux et trop soumis aux attaques ukrainiennes. La guerre qui s'est invitée sur les plages, Sylvie. Oui, tout à fait. En plus, la Crimée, effectivement, c'est un symbole parce que quand elle a été annexée par Vladimir Poutine, il a eu un regain incroyable de popularité parce que la majorité même des opposants avait salué cela. Et même Gorbatchev avait dit on répare l'erreur de Khrouchtchev qui avait donné la Crimée aux Ukrainiens. Et donc aujourd'hui, toutes ces frappes sur la Crimée, la mise en danger de la Crimée, c'est quelque chose qui est très mauvais pour Vladimir Poutine et qui est une véritable humiliation. Alors il y a eu des frappes effectivement sur les plages pour dissuader les vacanciers. Il y a eu des morts quand même. Alors on ne sait pas exactement dans quelles conditions, mais effectivement les Ukrainiens veulent inciter les habitants de Crimée à partir, à tel point qu'ils disent même qu'ils n'ont pas frappé le pont de Kerch dans l'idée que ça leur donnerait une porte de sortie. Vincent. Sur les 7 touristes qui sont morts sur la plage de Gelendzhik, donc il y a quelques jours, c'est certainement dû à un brouillage d'un drone ukrainien, parce qu'on voit la trajectoire du drone vraiment très tombante sur la plage, et à proximité, puisqu'on parlait donc des palais de Poutine, il y a le fameux palais de Gelendzhik qui est à quelques kilomètres seulement de cette plage, et vraisemblablement c'était un drone qui était destiné à frapper les alentours du palais ou le palais lui-même. Mais c'est vrai, colonel, qu'on commence à parler de victimes civiles en Russie. Oui, on l'a évoqué. Alors effectivement, sur la plage... Ce qu'on pense, c'est un accident, ça c'est absolument certain. Les Ukrainiens n'hésitent pas à faire peur éventuellement. Donc on a vu aussi ces images façon Dents de la mer où un drone s'approche de baigneurs. Mais
il y a quand même les Ukrainiens respectent la population. Ils ne commettent pas de crime de guerre. Un crime de guerre, c'est quand vous visez délibérément la population ou alors vous prenez tellement peu de précautions que ce que vous faites va certainement toucher de manière disproportionnée la population. C'est pas le cas. Les Russes, oui, ça a été le cas de nombreuses reprises. Quand vous avez un missile à sous-munition qui tombe au-dessus de la gare de Kramatorsk au moment où la foule est là, visiblement c'est pour massacrer des gens, incontestablement. Ça, les Ukrainiens ne le font pas, mais quand vous balancez des centaines et des centaines de drones quasiment tous les jours sur toute la Russie occupée ou sur le territoire russe, eh bien, mécaniquement, vous avez forcément ce qu'on appelle pudiquement, c'est très moche, mais des dommages collatéraux qui peuvent survenir. Et ces dommages collatéraux, ils sont forcément exploités médiatiquement par la propagande russe, incontestablement. Mais il y a une frappe il y a quelques semaines sur Starobilsk, c'est dans la province de Louhansk, donc en Ukraine occupée, où ils ont frappé. C'était une école qui était occupée par les forces russes, mais il n'y avait pas que des soldats russes à l'intérieur de cette école. Donc ils ont tué également un certain nombre de civils. Et ça, évidemment, c'est parce que c'est désastreux, quoi. Alors, on va écouter maintenant la directrice de production de Firepoint, qui est le grand fabricant de drones ukrainiens, à propos des victimes civiles. Actuellement, je pense que nous pouvons les provoquer, les piquer au vif comme nous le souhaitons, parce qu'ils le méritent pour chaque enfant assassiné en Ukraine, pour chaque civil assassiné en Ukraine, pour tous les crimes de guerre qu'ils ont faits. Nous ne leur faisons rien qu'ils n'aient pas mérité. Et comme les collègues l'ont dit précédemment, l'armée ukrainienne vise des cibles militaires. Nous tentons d'épargner les civils autant que possible. Mais nous avons quand même cette approche. Voilà, c'était au mois de juin, Grégory, mais il y a cette ligne affichée, on vise des sites énergétiques et on fait tout pour éviter les victimes civiles. Oui, c'est ce que dit Zelensky aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même le soutien des Européens et évidemment ce soutien serait amoindri si l'Ukraine se mettait à commettre des crimes de guerre avérés. Donc ils sont quand même sur une ligne de crête extrêmement compliquée. C'est-à-dire que vous visez des raffineries, mais il peut y avoir des employés, des ouvriers. Vous lancez des drones sur cette péninsule qui est la Crimée. Oui, il y a des touristes russes qui sont sur les plages. Et vous pouvez provoquer un bilan humain très lourd, notamment au Tartastan. Je crois qu'il y a 13 morts. Donc c'est quand même un bilan extrêmement lourd. Et les Ukrainiens sont sur cette ligne de crête où ils ne veulent pas franchir ce cap de commettre des crimes de guerre, parce qu'ils savent qu'ils ont le soutien, notamment de la communauté des pays européens, et que si d'aventure Zelensky se mettait à lancer des drones ou des missiles sur des immeubles résidentiels, comme Poutine le fait à peu près chaque jour sur les grandes villes ukrainiennes, ce serait pas tout à fait la même histoire. Alors, on parlait tout à l'heure des stations balnéaires, notamment en Crimée, qui sont impactées. Regardez cette séquence postée par les Ukrainiens sur les réseaux sociaux. Жуємо еротично вчорашню пахлаву і в темних окулярах подруг собі шукаєм. Я після пахлави їх інтелектом розірву. Оу я, я до женщини і я, даси зуба Чингисхан, Чорне море, океан. Оу я, я до женщини і я. Voilà, cette séquence effectivement accompagnée d'une musique. Les Ukrainiens, ils font quoi ? Est-ce que c'est une guerre psychologique ? Est-ce que c'est aller mettre la guerre sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut comparer ça à ce que font les Iraniens aussi dans leur manière de communiquer ? Alors, je ne peux pas me prononcer sur la musique et je ne sais pas quelles étaient les paroles, mais juste préciser qu'elle n'a pas été rajoutée, qu'elle est bien sur la vidéo telle qu'elle a été jouée par les Ukrainiens sur les réseaux sociaux. Non, ce qu'on voit en tout cas, c'est une plage, je pense, en Crimée, tout à fait au large de Yalta. Ouais. Et vous avez ce drone naval dont on parlait en début d'émission qui fraye
tel un requin, tel les dents de la mer, effectivement, au large des côtes, et vous publiez ça c'est de la guerre psychologique. C'est un message adressé à tous les Russes qui vont en vacances en Crimée en disant attention, à quelques centaines de mètres des côtes, on a des drones navals qui se baladent. Donc c'est vraiment, pour le coup, de la propagande aussi. C'est un message adressé aux Russes et à ceux qui passent des vacances d'été en Crimée. La guerre se joue aussi, et la guerre psychologique notamment, sur les réseaux sociaux, Vincent ? Ah oui, énormément. D'abord, c'est dur d'imposer cette musique à Grégory Phillips, qui est un fan de Springsteen. Un style un peu différent. Oui, c'est un peu différent. Non, ce qui est intéressant dans cette séquence, si on n'a pas trop le mal de mer, c'est de voir le fonctionnement des caméras électro-optiques, donc de ce drone naval Magura, certainement Magura V5. Et donc c'est par ces caméras que le pilote du drone naval, à des centaines de kilomètres de distance, va pouvoir choisir, acquérir, identifier et acquérir les cibles qu'il va toucher. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Finalement, on est à la place du pilote de drone, sauf que bon là, on n'a pas des objectifs militaires, mais on a cette plage, effectivement en mode dans de la mer, version Michel Goya. Mais c'est assez intéressant en termes de ressenti. Voilà. Michel Goya. Justement sur ce qu'a découvert Vincent, enfin vous aussi vous la trouvez intéressante la... Oui, alors il faut noter que les Ukrainiens auraient pu utiliser ce drone pour aller frapper directement la plage. Ils auraient pu faire exploser la plage et tuer des gens. Non, ils le font pas. Ils leur font peur éventuellement. Donc ça c'est l'emploi c'est le but de cette vidéo. C'est faire peur. Voilà, c'est le but d'ailleurs globalement de toute cette campagne sur la Crimée. C'est une pression psychologique sur la population en disant de foutez le camp, quoi, dégagez. Vous êtes plus chez vous. Et puis c'est pour montrer aussi que vous n'êtes pas protégé en réalité. Votre grand chef, votre armée là, elle n'empêche pas que des drones navals arrivent à quelques dizaines de mètres de vous si on le veut. Donc voilà, donc ça fait partie, oui, c'est une autre type de campagne, c'est un autre axe opérationnel pour employer un terme militaire qui est celui de l'influence ou de la guerre psychologique, comme vous voulez. Alors la guerre psychologique, Sylvie, on a beaucoup parlé de la force du mental ukrainien. Est-ce que les Russes ont eux aussi la même force face à l'adversité ? Oui, tout à fait, parce que, effectivement, les deux pays se sont divisés en 91, mais en fait, c'est quand même eux qui ont résisté en tant que soviétiques à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont une capacité de résilience, de résistance extraordinaire, et dans tous les domaines, y compris sur les questions économiques, parce que, c'est très difficile pour l'Ukraine, même si elle a une aide occidentale. Il y a une quasi-récession en Russie aujourd'hui. Et en termes d'inflation, je rappelle que quand même dans les années 90, juste après la chute de l'Union soviétique, il y avait une inflation de 2500%. Donc ils en ont vécu d'autres. Et je pense qu'effectivement, d'un côté comme de l'autre, il y a cette capacité de résistance, ce qui fait qu'on est dans cette guerre d'attrition militaire, d'attrition économique, et que effectivement, on voit mal aujourd'hui comment on peut en sortir. Toujours en parlant d'économie, les entrepôts aussi du géant du e-commerce Wildberries ont été ciblés et sont ciblés par les Ukrainiens à répétition d'ailleurs. Vincent, avec quel impact ? Alors ça a un impact quotidien pour les Russes qui commandent énormément sur Wildberries, comme nous commandons aussi sur Amazon. Donc c'est vraiment là, ça touche le quotidien de la population. Ça touche aussi une oligarque qui est la femme la plus riche de Russie, Tatiana Kim, qui est d'une famille originaire donc de Corée, des îles Kouriles, qui est une Kourille. Et Tatiana Kim, c'est une oligarque très présente dans les premiers cercles de Poutine. Et c'est pas à négliger ça, parce que quand vous touchez du Wildberries, des raffineries Rosneft, des raffineries Lukoil, Gazprom, etc., vous touchez aussi le cœur de la puissance de l'oligarchie russe. Et donc voilà, ça a plusieurs effets, au-delà de l'effet visuel dont on parlait, parce que ces entrepôts produisent des panaches de fumée considérables. Celui qui était touché à proximité de Moscou, c'était extrêmement spectaculaire. Ça a été vu par tous les moscovites. Et en plus, les Ukrainiens avaient savaient qu'ils frappaient un jour avec un plafond assez bas et que la fumée allait rester très très longtemps au-dessus de la capitale. Ouais. Colonel, on se posait la question la semaine dernière, parce qu'on a eu des attaques à répétition
d'action sur ces sites. Alors on a parlé de 9 sites, on a parlé de 20 sites de cette entreprise, effectivement. Les Russes, à un moment, ils savent que leurs entrepôts sont ciblés. Pourquoi ils les protègent pas? Parce que d'abord, alors d'un point de vue strictement militaire, quand je vois une cible comme ça, je me dis super, c'est une cible facile pour des drones. Je veux dire, il n'y a pas besoin de renseignements, c'est une cible immobile et gigantesque, donc c'est très facile à frapper. Et en même temps, voilà, on rajoute encore une série de cibles à protéger pour les Russes. On va rajouter les raffineries. Alors il y a tous les sites strictement militaires qu'il faut déjà protéger. Vous rajoutez tout le réseau énergétique en plus. Vous rajoutez le réseau un peu politique. Et puis, en plus, maintenant, il faut rajouter tous les dépôts logistiques. Ça commence à faire beaucoup. Alors oui, Wildberries, c'est alors le prétexte ukrainien qui est pas infondé. Hein, c'est de dire voilà, Wildberries, c'est aussi une cible militaire. Hein, il faut toujours justifier quand même des frappes sur des objectifs qui sont purement civils, qui sont civils, en disant voilà, en fait, ce sont des objectifs aussi d'intérêt militaire. Wildberries sert aussi à la logistique militaire. Mais derrière tout ça, ça sert aussi à la logistique de dizaines de milliers d'entreprises russes. Donc en paralysant la logistique de Wildberries, on doit être à 15%, 20% de capacité qui est déjà complètement paralysée. Vous pénalisez toute l'économie russe. Accessoirement, Wildberries, c'était une entreprise qui était très endettée, qui avait besoin d'être soutenue par l'État et qui a besoin d'être encore plus soutenue par l'État. C'est-à-dire que déjà l'État il manque un peu de ressources, mais s'il veut empêcher cette entreprise finalement de faire faillite, il doit encore rajouter quelques milliards de roubles. C'est une gageure à défendre parce que je crois qu'il y a 200 entrepôts Wildberries sur la Russie. Je crois qu'il y a 900 000 mètres carrés d'entrepôts au total. Alors les Ukrainiens de leur côté, Grégory, continuent à demander des intercepteurs de missiles patriotes. On va écouter le président Zelensky ce week-end. J'ai discuté avec le président Biden au cours de la première année de la guerre et je l'ai vivement supplié de m'accorder des licences pour les patriotes. Nous avons désormais convenu avec Trump qu'il nous accorderait ces licences. Mais imaginez si nous les avions obtenues il y a 4 ans. Nous aurions déjà équipé tout le monde de systèmes patriotes, croyez-moi. Et l'Europe, qui souhaite et aurait souhaité disposer des systèmes patriotes, de systèmes antibalistiques et de missiles, aurait déjà tout ce qu'il faut. J'en suis absolument certain. Est-ce que Trump a confirmé qu'il allait aider Zelensky ? Non, c'est encore très flou. C'est encore très flou. Il a dit oui, on va donner des patriotes. Puis finalement, il est revenu en arrière. Là, il semble peser à nouveau le pour et le contre. Donc, pour l'instant, c'est pas un oui définitif de la part de Trump. En fait, cette question des missiles antimissiles patriotes, c'est l'autre versant de l'histoire. Depuis le début de cette émission, on raconte comment les Ukrainiens parviennent à attaquer la Russie, et notamment extrêmement en profondeur. On l'a vu avec les dernières informations à 2200 km à l'intérieur du territoire russe. Mais l'autre versant de l'histoire, c'est qu'ils ont aussi besoin de se défendre face aux missiles russes. 5 morts à Kharkiv encore la nuit dernière, et un nombre de missiles, je crois qu'on a une soixantaine de missiles depuis quelques jours sur les grandes villes ukrainiennes, Kiev, Odessa, Dnipro et d'autres. Donc, Zelensky a raison de dire on a vraiment besoin d'une protection de notre ciel, parce que certes on arrive à faire des coups d'éclat en Russie, à taper des entrepôts de Wildberries et tout ça, mais l'autre priorité absolue c'est de protéger notre population. Et à ce stade, ils n'ont pas assez de moyens de protection quand les Ukrainiens lancent les missiles par dizaines et les drones par centaines. 5 morts effectivement du côté de Kharkiv, une personne est morte à Kherson dans une attaque de drones sur un taxi. Sur les missiles, 376 missiles ont été tirés par la Russie le mois dernier, c'est 2 fois plus qu'au mois de juin. Donc on a un Poutine qui vient appuyer sur cette faiblesse ukrainienne. Oui, bien sûr, là où ça fait mal. Oui, parce que les Russes ont réussi, c'est une performance pour eux, ont réussi à redévelopper un petit peu leur production de missiles, notamment de missiles balistiques, c'est-à-dire que c'est les plus rapides, les plus dangereux, les plus difficiles à intercepter. Ils fabriquent une soixantaine de missiles Iskander, c'est les plus durs, mais ils fabriquent aussi des missiles
hypersoniques, etc. Donc ça, c'est très difficile à intercepter. Vous rajoutez les Nord-Coréens qui reviennent dans l'annonce et qui rajoutent avec leurs missiles KN-23, qui sont un peu les équivalents des Iskander, et dont certains sont tombés sur Kiev. Oui, exactement. Au passage, quand vous ouvrez un Iskander, vous trouvez encore des composants occidentaux à l'intérieur, et donc ça rend furieux les Ukrainiens, en disant, écoutez, bon voilà, une manière de vous aider, ce serait peut-être de mieux contrôler un peu vos embargos. Et puis ce qui rend furieux aussi les Ukrainiens, c'est de dire, voilà, les Américains leur ont fourni en 3 ans 600 intercepteurs Patriot. 600. Bon. Les Ukrainiens actuellement en ont besoin de 60-70 par mois à peu près. Et constatent dans le même temps que au Proche-Orient, mois de mars, 5000 missiles patriotes ont été tirés. Que pour moitié, les Saoudiens ont tiré 2400 missiles patriotes pour abattre 86 missiles iraniens. Ils ont tiré dans tous les sens, ils ont tiré sur des drones, ils ont tiré beaucoup sur des drones en réalité, et ça rend fou furieux les Ukrainiens qui disent, écoutez, voilà, nous on aurait pu vous aider, si ça avait été intelligent, vous aurait aidé à abattre des drones, mais en échange, on aurait peut-être eu besoin de vos missiles patriotes. C'est ce qu'ils essaient en train de faire. Donc, en gros, pour l'instant, ils font feu de tout bois pour essayer de récupérer des missiles patriotes de tous les côtés, mais il y a une crise, en réalité, il y a une crise des patriotes dans le monde entier. C'est devenu quelque chose d'indispensable, et à la fois rare et indispensable pour tout le monde. Et la situation est extrêmement compliquée, Grégory, parce que pour les Ukrainiens de leur côté, c'est vital d'avoir ces intercepteurs. C'est la protection des immeubles résidentiels, c'est éviter les morts civiles, c'est protéger les grandes villes, les centres de décision, évidemment, mais aussi la population civile. Et chaque matin, si vous voulez, Zelensky dénombre le nombre de morts qui ont été tués par les missiles russes. Donc il a besoin d'un bouclier. Merci beaucoup, Grégory. Merci à tous de m'avoir accompagné dans la présentation de cette émission.